j'ai toujours mis ma cueillère dans les affaires haïtiennes, comme professeur, comme enseignant, comme chercheur. Donc, j'ai publié des articles soit dans la presse haïtienne, soit dans la presse internationale, soit dans des revues scientifiques, sur des sujets haïtiens. Ils sont là. Tous les articles sont là. Quelques-uns n'ont pas été publiés. Donc, j'étais, à l'époque, quand j'étais représentant, acteur, mais j'ai continué à m'intéresser et à faire des recherches et faire des publications. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre les choses au point. Il faut qu'il y ait un contrepoint, déjà qu'on est le point, ici, de Radio et TV Métropole, aux prises de position gouvernementales haïtiennes, des organisations internationales, des ambassadeurs sont ici. Parce qu'en fait, je demande à tous les téléspectateurs, est-ce que la situation est bonne en Haïti? Et on va me dire, jamais. Donc, quand j'ai dit, Wendell, en 2010, après le tremblement de terre, après la crise électorale, le choléra, j'ai dit, on fait fausse route en Haïti. On fait fausse route, on se trompe en Haïti. Et j'ai dit, on va vers l'échec. Alors, le jeu dit, mais tu es pessimiste. Bon, ça fait partie pour répondre à ta question, pourquoi je t'ai remercié ou demandé de partir. Mais après le 10e anniversaire du tremblement de terre en 2020, ou même en 2025, tout le monde est d'accord que j'avais raison, que la situation s'est empirée, c'est une situation intenable, non seulement du point de vue social, économique, humanitaire, mais également sécuritaire, n'est-ce pas? Tout se détériore, tout se dégrade. Tout. Donc, on ne peut pas dire « je suis content avec ce que j'ai fait en Haïti ». Au contraire. Les critiques doivent avoir des éloges. Donc moi, je dois être lu. Vous avez tiré la sonnette d'alarme, tout simplement. Et c'est pour cela que j'ai publié ceci. Ce n'est pas seulement un bilan d'une action, mais également des propositions, Wendell. C'est plein de suggestions, la charte démocratique. Et en introduisant ce livre, on dira quoi? C'est un livre d'histoire ou bien d'histoire actualisée? C'est joli de cette question. Je crois qu'on pourrait le dire, j'ai réfléchi sur l'histoire vivante. L'histoire qui se déroule sous nos yeux. Contemporaine, non, plus actualisée, parce qu'il y a des choses que je raconte. Par exemple, la question électorale, ou la question de la transition. Je veux vous poser une question, parce qu'on va vers une nouvelle transition. On va revenir sur ça. Qu'est-ce que c'est une transition? Je te pose la question. C'est quoi une transition? Du point de vue technique, on dit, tous ceux qui défendent la transition, on recule pour mieux sauter. C'est-à-dire, on va donner un certain délai, 1 année, 2 ans, pour mieux s'organiser, on fait des élections, et voilà. Mais la transition, en fait, Wendell, téléspectateur, c'est un coup d'État déguisé. La transition, il s'agit d'un coup d'État déguisé parce que les gens qui sont à la tête des transitions n'ont pas été élus, n'ont pas de réduction de compte. Alors, vous parlez de cette transition-là. Toutes les transitions. Coup d'État déguisé, vous avez dit. Coup d'État déguisé parce que les transitions en Haïti ne sont pas transitoires, elles sont permanentes. C'est ça le problème. 7 février 2026, 7 février 1986, 40 ans de transition. 40 ans de transition. Donc, Haïti a innové dans la science politique avec la transition permanente, mais également a innové dans la théorie du coup d'État. Parce que tu vois maintenant qu'Haïti innove avec cette transition permanente où, d'une façon envergondée, d'une façon cachée, d'une façon sous-jacente, on fait la transition, mais en fait, ce qu'on veut, c'est échapper du verdict populaire. Ce qu'on veut. Et vous savez, vous pensez que c'est une démarche bien pensée par les acteurs? Ah oui, ils sont très compétents. Au contraire de ce que pense l'international, que l'élite haïtienne est une élite soit irresponsable, soit corrompue. Non, ils sont très compétents. Il y a plusieurs articles sur cela dans le livre où je démontre la sophistication du système politique haïtien. Et comment cette élite arrive pendant 200 ans à maintenir le pouvoir face à une masse considérée par elle, ignorant,
qui doit être laissé de côté. Il suffit de sortir d'ici, du studio, y aller dans la rue, marcher dans la rue, et tu verras. Et la démocratie dans tout ça? Ça, c'est la grande question. Souvent, je me pose la question, parce que c'est très simple de dire. Les élections sont à la base de la démocratie, d'accord? On peut me critiquer et dire mais les élections n'arrangent pas tout. Je dis, je suis d'accord. Je suis d'accord, et parfois même aggravent certaines choses si elles sont mal tenues. Mais sans élection, rien ne se résout. Sans élection, sans faire appel au peuple, rien ne se résout. Donc on peut même dire, à la limite, Haïti n'est pas prête pour la démocratie, il faut un gouvernement autoritaire, il faut un président personnaliste. Je crois que c'est aller par un raccourci de jeter l'opprobre sur des pays en développement qui ne sont pas aptes à la démocratie. C'est vraiment le discours de dictateur. La souveraineté haïtienne, c'est la souveraineté de l'État, mais également c'est la souveraineté populaire. Que reste-t-il de cette souveraineté? Pardon? Que reste-t-il de cette souveraineté aujourd'hui? Très peu. C'est un discours vide, c'est une coquille vide, n'est-ce pas? C'est une coquille. Quand en 2004, et alors, si tu veux, on peut rentrer déjà dans l'actualité, en 2004, lorsque on a fait des efforts immenses pour essayer de rapprocher l'opposition du président Aristide. Le président Aristide, fin 2003, janvier 2004, février 2004, le président Aristide a finalement cédé tous les pouvoirs à l'opposition. A cédé le Premier ministre, a cédé la primature, a cédé tous les ministères. Et qu'est-ce qu'a dit l'opposition? Je ne vais pas le nommer. Non, on veut ta tête. On veut le palais national. On veut que tu partes à l'exil. Donc, cette solution de crise forcée, où la force prend l'importance capitale et non le dialogue dans le politique, on la retrouve, et on peut revenir après, aujourd'hui, avec la tentative des coups du CPT. On l'a retrouvé fin 2010, lorsqu'on a essayé, avec l'aide de l'international, de mettre le président Préval en exil. Donc, ces modèles haïtiens de solution des crises par la force est un modèle qui doit être repensé, il doit être abandonné. Il faut que la politique joue son rôle en Haïti. Et ces explications-là, on les retrouve dans le livre. Ah oui, ça et beaucoup plus. Ça et beaucoup plus. Il y a des chapitres spécifiques où vous traitez des questions politiques, où vous traitez, je ne veux même pas dire de la crise, mais des crises gouvernementales. Il y a 72 articles, 72 chapitres. Donc il y a des sujets qui sont très larges. Et il y a également certains articles qui sont savoureux à lire, n'est-ce pas? Le peignoir de l'ambassadrice, il faut le lire. Non, je ne vais pas raconter la sémantique de l'exclusion. La sémantique de l'exclusion. Parce qu'il ne suffit pas d'exclure le peuple. Il faut le justifier à travers un vocabulaire sophistiqué, recherché. Par exemple? Il faut des élections inclusives. Ah, ok. Il faut des élections transparentes. Ça, c'est de la sémantique pour faire... Bien sûr, c'est de la baliverne. Tout le monde va aux élections pour quoi faire? Pas pour être gentil, va pour griller. Et en Haïti, il y a 266 partis politiques. Donc 265 vont rester sur le carreau. Ben, il n'y en a pas plus maintenant. Bon, alors que penses-tu que va se faire? On commence avant la création du CEP, on le critique, pendant la votation, après. Donc, personne, sont 265 contre 1, critique tout ce qui a lien avec l'élection. Donc, voilà. Mais on fait en sorte que cela ne paraît pas. Et par exemple, c'est une phrase magnifique. C'est une phrase magnifique que j'entends en Haïti. Les partis politiques doivent être confortables avec le CEP. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Doivent être confortables avec le CEP. Les partis politiques n'ont pas à être confortables avec le CEP, ils doivent être confortables avec l'électeur. Qui doit être confortable
avec le CEP, c'est l'institution, c'est la démocratie, c'est l'électeur qui doit avoir un CEP neutre, CEP compétent. Et qui a dit ça? Qui a dit que les partis politiques... souvent. Ce sont les partis eux-mêmes qui tiennent... Oui, qui tiennent ces discours. Non, en disant qu'ils doivent être confortables avec le CEP, est-ce que c'est pas pour éviter que le CEP soit du côté d'un parti? D'un parti, non. Qu'il soit du côté de son parti. Alors, c'est ce qu'ils veulent dire, alors, en disant ceci. C'est ça. Parce que tout le monde veut influencer la formation de CEP par les conseillers. Non, c'est pas des enfants de cœur, les partis politiques. Ils sont là dans une lutte terrible. Et c'est une bataille extraordinaire dans tout le pays, dans tout le temps. Les élections, c'est pas les jours de votation. On a vu le 28 novembre 2010. Donc, ce n'est pas. Je sais que c'est pas une partie de plaisir. C'est pour ça qu'il faut avoir un CEP au-dessus de la mêlée. Est-ce que c'est une réponse aussi au refus, je dirais, des autorités haïtiennes à moderniser la machine électorale, l'appareil électoral ou les processus électoraux? Est-ce que c'est possible, c'est possible. L'État dit qu'il n'a pas les moyens de le faire. Et lorsqu'il donne les machines, donne des appareils, donne les ordinateurs, donne les voitures, donne les motos, tu fais pour une élection, 2 mois, 3 mois après la votation, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui reste. Wendell, téléspectateurs, téléspectatrices, je vais vous dire une chose maintenant, je vais vous avouer une chose, que j'ai fait des études, j'ai fait des calculs et je suis arrivé à la conclusion suivante. La démocratie n'est pas bon marché, on sait. Avoir un système électoral, avoir ce qu'on appelle au Brésil une justice électorale, avoir des juges impartiaux, compétents, indépendants, avoir un système financier, technique, indépendant. Bien. Mais quand même, il ne faut pas exagérer, Wendell. J'ai fait les calculs combien coûte un vote valide en Haïti et combien coûte un vote valide au Brésil lors des élections de 2016 et les dernières brésiliennes. J'ai laissé de côté les votes nuls, l'abstention, uniquement les votes qui comptent, les votes valides, d'accord? J'ai pris le nombre de votes valides par rapport au budget qui a été dépensé pour avoir ce vote valide, parce que c'est lui qui va décider l'élection, au Brésil et en Haïti. Au Brésil, un vote valide coûte 2 $ américains. Un vote valide. $. Américains. Combien tu penses qu'il coûte en Haïti un vote valide? 120 $. 120 $. Un vote. Prouver, vérifier. Tout. Je prends le budget et je crois que ça va coûter plus cher pour les prochaines élections. Et la participation qui ne va pas être très élevée. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout ça? Parce que le système est très mal pensé. Le système n'est pas fiable, il coûte très cher. On pourrait dire, mais les élections, c'est l'occasion pour faire une redistribution de revenus, n'est-ce pas, de l'argent. Mais quand même, c'est faire bon marché de la démocratie. Il y a d'autres moyens. Vous pensez qu'Haïti aurait beaucoup à gagner en choisissant, par exemple, le modèle brésilien pour organiser les élections en Haïti? Mais oui, mais personne ne veut. Parce que le système brésilien ne truque pas. Et tout le monde veut truquer en Haïti. Ceux qui ne gagnent pas, les 265 partis politiques sont restés sur le carreau, ne veulent pas. Mais également des étrangers, parce que les étrangers ont truqué les votations de 2010-2011. À ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas la responsabilité du Conseil électoral provisoire de choisir un modèle qui garantirait, je dirais, la fiabilité? Sans doute, parce que les résultats. En plus de cette question que je mentionnais, le coût, la fiabilité, le peu de fiabilité du système, il y a un autre problème, c'est la désaffectation de l'électeur vis-à-vis du système démocratique. Tu peux voir depuis 2006 comme baisse la participation, n'est-ce pas?
Je crois qu'aux dernières élections, lorsque le président Jovenel Moïse était élu, je crois qu'il a été élu par 400 000 voix, 500 000, sur un univers possible de 6 millions d'électeurs. Vous voyez, c'est presque rien. Donc il faudrait faire en sorte, non seulement que la démocratie, les élections produisent des bons candidats et des bons élus, donc qu'elles deviennent un instrument valable pour résoudre les problèmes du pays, mais également qu'elles soient représentatives et qu'il y ait le plus possible de gens, puisque le vote en Haïti n'est pas obligatoire, aillent voter. Mais pour qu'ils aillent voter, il faut qu'ils aient confiance dans le système et qu'ils ne retrouvent pas leur bulletin de vote dans une décharge publique, dans un cours d'eau, en train de brûler avec des pneus dans un coin de rue. Vous voyez, c'est que c'est pas souvent en Haïti. Et je retiens que les Haïtiens refusent le vote électronique, refusent un processus. Les Haïtiens, non. Le peuple, les électeurs, non. Ce sont les gens qui commandent le système. Donc là, vous parlez du gouvernement et du CEP. Le CEP, les partis politiques. Oui, mais il y a une bonne partie du processus qui est financée par la communauté internationale. Mais la communauté internationale ne veut pas non plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Depuis, quand j'étais en Haïti, 2008, 2009, 2010, 2011, jusqu'à fin, j'ai essayé de commencer à faire en sorte qu'on étudie, qu'on fasse des essais, qu'on fasse des expériences avec les votes électroniques. Je n'ai jamais réussi. Tout le monde était sourd à mes appels, parce que le vote électronique, une fois que l'électeur pose le doigt sur un numéro, apparaît la photo du candidat, c'est fini. Plus personne ne peut toucher. Et on veut toucher au vote de l'électeur. Oui. Donc on ne peut pas truquer. On veut truquer comme on a toujours fait. Donc, ceci, Wendell, téléspectateur, fait en sorte que l'électeur des mecs, je fais tous ces sacrifices, je mets ces habits, ces beaux habits de dimanche pour aller voter, je fais l'accueil, et j'arrive à la maison, et je vois que mon vote est dans une décharge publique en train de brûler, qu'est-ce que c'est ça? Comme ça arrive souvent, n'est-ce pas? Ou elle n'est pas comptée. Donc là, Wendell, le vote électronique éliminerait cela. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs en Haïti et à l'étranger qui veulent garder une marge de manœuvre pour truquer, pour tricher. Comme on a toujours fait. Quand on a 2010-2011, on n'a pas reconnu les résultats du CEP, n'est-ce pas, pour le premier tour, et on a vu ce qui s'est passé. J'ai dit, j'utilise une image, c'est l'œuf du serpent là, de la crise actuelle. C'est lorsqu'on change le résultat. Et qui change le résultat? C'est une mission qui était d'observation et qui devient de décompte de voix, CARICOM OEA. Donc, c'est pas jeter la faute aux autorités haïtiennes, mais également l'international, à un moment donné, par décision propre, pour des intérêts de certains membres, a décidé de changer le résultat. Voilà. On est là. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Ça, je rappelle à tous dans mes livres. Et pour ça qu'ils ne sont pas très contents, n'est-ce pas? Parce que j'ai... Ils ne sont pas contents du tout, mais ils ne sont pas très contents. J'ai une mémoire d'éléphant et je veux que le peuple haïtien se rappelle. Il faut que tout le monde se rappelle. Et si j'ai un conseil à donner, lorsque va apparaître des candidats, regardez le CV. Regardez ce qu'il a fait auparavant. Est-ce que le CV va effectivement déterminer... Non, on ne va pas déterminer, mais c'est un bon... de la personne, puisque vous savez... C'est un bon indice. On peut facilement trouver des papiers, des diplômes. Non, mais ce n'est pas les papiers et les diplômes, c'est les actions. Ce n'est pas les paroles. Non, parce que vous parlez de CV. Non, CV, je vais dire le parcours. Le parcours. Le parcours, les résultats déjà obtenus. C'est ça. Monsieur Saïtenfils, on va prendre la pause, la première pause, et on revient. Mais je vous assure que le plan que j'avais en tête ne va pas être respecté pendant l'émission parce qu'on sera obligé de revenir sur certains points. D'accord, ok. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, l'ambassadeur Ricardo Saïtenfils, c'est notre invité ce matin, surtout à l'occasion de la parution et la vente signature de son livre titré « Écrit à contre-courant au fil du temps, Haïti 2007-2025 ». A tout de suite, après la pause.
Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce. Avion à l'étranger. Et il y a la réponse du président Préval lorsque Edmond Moulet le téléphone. Il dit, vous venez me chercher ici parce que je ne pars pas tout seul. On va voir que c'est un kidnapping du Préval. Il faut rappeler, dit-il, je ne suis pas Aristide, je suis Allende. Pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'il était prêt à mourir, comme le président Salvador Allende. Enfin, mais racontant cela, Edmond Moulet m'a dit, Ricardo, en espagnol, on est très mal barré. Et moi, j'ai tombé des nues avec toutes ces histoires. J'ai dit, mais on est en train de voter, on est en train de... Mais les choses se passent bien. Enfin, je raconte ça en menu détail pour vous dire que voilà encore là, une solution de force a été adoptée, mais pas par les Haïtiens, par l'étranger. Donc nous, on vient ici pour dire aux Haïtiens, écoutez, il faut trouver d'autres moyens pour résoudre le conflit politique, des moyens politiques. Et finalement, on adopte votre moyen de solution, qui c'est la force. Ça, c'est l'exemple. Pour revenir à aujourd'hui. Alors, vous parlez de notre modèle de résolution de conflits en Haïti. Est-ce que vous dénoncez ici un réflexe haïtien de coup d'État? Oui, parce que quand on s'oppose, il y a la situation de l'opposition, n'est-ce pas? L'opposition existe pour s'opposer, c'est normal. Existe pour s'opposer et peut-être pour prétendre le pouvoir un jour. Alors, on s'oppose. En démocratie, on va vers les élections, on propose d'autres programmes et on essaye de gagner les élections. Mais en Haïti, on essaye de faire tomber la situation. On essaye de faire tomber. Lorsque le président Aristide donne toutes les garanties possibles à l'opposition pour exercer le véritable pouvoir, c'est la primature, c'est le Premier ministre, c'est tout l'opposition dit non, c'est qu'on veut, c'est ta tête. Vous craignez pas. Donc juste pour finir, donc il pensait à ce moment-là qu'il aurait un vide et nous, opposition, on va l'occuper. Et qui a occupé, c'est l'étranger à travers les militaires. Vous craignez pas qu'on dise de vous que vous êtes Lavalas, par exemple? Lavalas? Non, je ne suis pas Lavalas, je suis brésilien haïtien. Haïtien-brésilien. Mais il y a des étrangers qui... Non, mais si vous lisez mes livres, vous verrez, quand je parle du président Aristide, je les compare avec le président Préval, ils étaient alliés à un moment donné. Le Mahassa, n'est-ce pas, les deux frères jumeaux. Vous avez dit aussi à mon micro que Préval était le président le plus intelligent de... Il a réussi à passer 2 fois son mandat en président élu, n'est-ce pas? Donc, ce qui ne s'est pas passé avec l'Aristide. Justement, pour dire comment je considère les deux. Je considère le président Aristide, je considérais à l'époque, comme un incendiaire. Il mettait le feu partout, et parfois il se brûlait. Et le président Préval était les pompiers qui venaient éteindre le feu. Vous voyez, du point de vue politique. Voilà ces deux personnalités qui se complétaient. Et d'ailleurs, ils inventent ce qui ensuite va être copié par Poutine et Medvedev, l'attente de démocratie, en substituant l'autre, Premier ministre, président, Premier ministre, vous voyez. Donc Haïti innove beaucoup en sciences politiques, la science politique du coup d'État,
la transition permanente et également l'attente de la démocratie. Vous voyez? Donc vous êtes très fort, mais il faudrait résoudre le problème interne. Voyons ce qui va se passer le 7 février prochain avec le CPT qu'on a ici, le conflit entre les deux branches de l'exécutif, le CPT qui veut la tête du Voilà la solution haïtienne de force. Au lieu de discuter, de débattre avec les forces qui soutiennent le Premier ministre et les membres du CPT, de trouver une solution, non, on veut faire tomber le Premier ministre. Voilà la solution haïtienne. Il y a un troisième larron qui rentre dans le jeu, c'est l'étranger, essentiellement États-Unis, Canada. Il bloque... Le troisième larron. Pardon? Le troisième larron. Voilà, il bloque la manœuvre. Parce que, du point de vue logique, je dirais que c'est immoral, et j'ai déjà écrit sur cela, concevoir qu'Haïti soit décapité de ses têtes le 7 février. À l'État, n'est-ce pas? Donc il n'y aura plus de président provisoire aucun, il y avait 7, 8, 9, le 7 février, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de Premier ministre, donc il n'y aura plus de ministre du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Quand Haïti dépend de l'étranger pour respirer, pour la sécurité, et quand je dis l'étranger, depuis 2017, surtout des États-Unis en ce qui concerne les forces de répression, les forces sécuritaires. Donc, les États-Unis s'y croient dans le droit, et je crois qu'ils ont raison d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe ici. D'avoir un droit de regard. Est-ce que c'est très diplomatique, c'est très bien élevé de dire comme ils ont dit? Non. Mais l'ambassadeur américain n'est pas un ambassadeur de carrière, c'est un ancien militaire. Donc c'était brusque, c'était dur, ça froissait certains esprits, mais ça avait l'avantage d'être clair. Et il paraît que le message a été reçu. Donc, à votre avis, le mieux pour les Haïtiens serait de trouver, entre eux, de se trouver une solution à cette grave crise qui s'annonce, parce que là, on va encore partir pour une nouvelle transition, si je ne me trompe pas. Alors, ça, c'est les deux. Moi, j'aimerais bien qu'ils trouvent une solution haïtienne, n'est-ce pas? Mais une solution haïtienne non radicale et non violente. Donc, une solution qui prenne en considération des intérêts collectifs, un consensus minimum. Mais je crains qu'on va vers une nouvelle transition, avec une ou une autre solution. Je crains que ce que j'ai inventé et que je désigne, mais que c'est les Haïtiens qui ont inventé, la transition permanente, la transition, qu'est-ce que c'est? Reculer pour mieux sauter, mais on ne saute jamais. On recule, mais on ne saute jamais. Donc c'est une transition permanente. Je crois qu'elle va se prolonger. Alors on va me demander, mais tu es pessimiste? Je ne suis pas pessimiste. C'est l'histoire haïtienne récente qui me montre. Ces 40 dernières années, c'est des transitions depuis 1986. Il y a eu de hauts et de bas, mais il y a des transitions. Vous savez combien de CEP on a eu pendant cette période? 21. 21. Tous provisoires. C'est ça le problème. L'arbitre électoral, Wendell, doit être permanent. Il doit être indépendant. Non seulement... Alors, il y a une nouvelle formule, on dit que l'institution est permanente, ce sont les gens qu'on renouvelle de temps en temps, les membres qu'on renouvelle de temps en temps. Non, je vais rappeler une chose très intéressante qui se passe en Haïti avec le CEP. Vous savez que l'organisation de l'État fasciste italien de Mussolini, c'est une organisation corporative. C'est les corporations qu'indiquaient les ministres, ils organisaient l'État autour de ces corporations. Le CEP est ça. Ce sont les corporations qui sont le nom du CEP. Vous ravivez Mussolini avec le CEP de cette façon. Il faut que ce soit des juges inamovibles, choisis vraiment selon des critères de compétences. Mais il faut avoir un budget, il faut avoir une capacité technique, il faut avoir une indépendance du système électoral haïtien. Parce que les partis ne doivent pas être confortables avec eux. Qui doit être confortable, c'est l'électeur.
Avec tant d'amour pour Haïti, vous devez avoir des inquiétudes. Haïti est surprenant. Haïti est toujours... Haïti, quand les gens me posent la question, mais qu'est-ce qui t'attire en Haïti? Je dis deux choses. D'abord, parfois, souvent, je ne crois pas à ce que me racontent, donc je vais chercher. Mais souvent, je ne crois pas à ce que je vois. Donc Haïti, pour moi, c'est un pays magique. Un pays magique raconté par certains écrivains, Pierre Victor aujourd'hui, mais il y avait Alejo Carpentier, je souligne à tous les auditeurs et auditrices, lisez Les Royaumes de ce monde, publié par ces Cubains écrivains en 1943. On le trouve en français également, ça s'appelle Les Royaumes de ce monde. Il raconte l'histoire de la Révolution, parce qu'on parle toujours des comédiens, n'est-ce pas? Mais Alejo Carpentier est génial, c'est sur la Révolution de 1804. Il a, dans ce petit livre, une préface très longue. Pour la première fois, on parle du réalisme magique, qui après est devenu une école littéraire en Amérique latine. Et un des écrivains les plus importants du réalisme magique, c'est Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez. Et quand il était jeune, Gabriel Garcia Marquez allait venir à Port-au-Prince, dans les années 60. Et ses amis ont dû choisir, ont inventé des histoires, non, on va ailleurs, on va ceci, parce qu'ils ne voulaient pas que Garcia Marquez pose le pied en Haïti. Pourquoi? Parce qu'il n'allait plus quitter Haïti. Ah bon? Il n'allait plus. Ils avaient cette crainte, ils n'ont pas laissé qu'il vienne ici, parce qu'ils croyaient beaucoup à ces croyances mystiques. Donc, ce réalisme magique qui est fondamental dans la littérature latino-américaine naît avec sa préface consacrée à Haïti. Donc, voilà, non, pas seulement la littérature, mais également l'histoire haïtienne. L'histoire haïtienne, la personnalité des Haïtiens qui m'attire. Évidemment que je suis préoccupé, parce que quand je me promène en Haïti, je suis arrivé il y a moins d'une semaine, il y a des choses terribles que je continue à voir, peut-être pire qu'en 2004, n'est-ce pas? La première fois que je suis venu en Haïti, Wendell, c'est en 1993, lorsqu'il putsch de Cédras contre Aristide. Et je voyais des cadavres dans la rue en train d'être mangés par des cochons. Donc, je n'ai pas tenu. Je suis resté un mois et je suis parti malade. Et après, j'ai plus pensé à Haïti. J'ai écrit un petit livre qui était publié au Brésil. Et je suis revenu à partir de 2004 lorsqu'on m'a demandé de suivre le gouvernement brésilien, ensuite des affaires haïtiennes. Mais c'est un point d'inflexion également dans ma carrière de chercheur. Et le lecteur va voir également, quand il parcourt non seulement la table de matière, mais parcourt les articles, comme je change au fil du temps aussi, de 2007 à 2025. Ce n'est pas seulement l'objet de mes observations, mais moi, comme sujet qui observe, je change. Perception, vision, j'ai devenu plus mûr, peut-être plus sceptique, mais l'apprentissage m'apprend à être plus profond également. Et moins exigeant. Et je ne demande pas de compte à personne. J'accuse personne. Je raconte des histoires. C'est tout. On a quelques 4 minutes pour terminer, mais j'aurais aimé qu'on fasse un petit tour dans le monde. Et juste le temps de comprendre comment vous voyez ce qui se passe à travers le monde, la politique migratoire de Donald Trump et sa vision interventionniste, aussi les menaces sur certains pays, l'enlèvement de Nicolas Maduro, par exemple. Comment vous comprenez tout ça? Voilà, juste pour vous informer les téléspectateurs, mardi 3 à 9h30 à l'Université de Quisqueya, il y aura une table ronde sur la crise du multilatéralisme sous le feu de l'actualité. Donc je vais faire un deuxième lancement du livre, mais il y aura Michel Soucard, il y aura un professeur de
de l'université de Quisqueya, moi, et Franz Duval. Donc, cette crise du multilatéralisme est également un des soucis très importants de l'actualité, n'est-ce pas? Oui, je vais être très bref avec l'actuel président des États-Unis. Je crois que nous, les historiens, lorsqu'on va faire le bilan du monde, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je crois que l'actuel président des États-Unis va être une note de bas de page. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, des choses terribles, parfois pas si terribles, n'est-ce pas? Il faut faire la part de choses, vont passer aux oubliettes de l'histoire. Ils ne vont pas rester. Parce que le monde n'est pas comme il voit. Alors, ce qu'il est en train de réaliser, qui va être jeté dans les oubliettes, mais pas lui. Parce que quand même, on se souviendra pendant longtemps encore de ce qu'il aura fait. Oui, mais on se rappelle des choses qu'on a faites et qui restent. Les choses qui sont provisoires, qui sont transitoires, qui ne restent pas. Par exemple, il y a certaines choses qui sont tellement inconcevables, comme par exemple faire en sorte que le Canada soit en état des États-Unis, n'est-ce pas? On a vu les réponses des Canadiens, le dernier discours du Premier ministre, qui était un discours extraordinaire pour un voisin et allié historique. On voit très bien la rupture qu'il essaie de faire dans l'organisation du traité de l'OTAN et qui a été constitué à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un des piliers du système de sécurité mondiale, l'OTAN. On voit très bien avec le Groenland, parce qu'un petit pays, il pense qu'il y a des pingouins, il est apparu avec... Mais il n'y a pas de pingouins au Groenland. Il n'y a pas de pingouins. Il a reçu l'autre jour l'ambassadeur du Libéria, et après il a fait un commentaire, mais donc cet ambassadeur parle bien anglais. Il ne sait même pas que le Libéria a été créé pour accueillir des anciens esclaves américains. Vous voyez, donc c'est l'ignorance à l'état pur. C'est clair. Mais pas seulement lui. Au Brésil, on a eu également. Cela va se passer. On va oublier tout ça. Je ne sais pas si on va oublier, mais ça ne va pas laisser des racines. Ça ne va pas laisser des racines. Mais par contre, on se souviendra, et pendant longtemps encore, de ce qu'il a fait au Venezuela. Au Venezuela, oui. Mais alors, téléspectateurs et Wendell, il faut faire attention, parce que Maduro et sa femme Cilia, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas seulement un dictateur. C'est quelqu'un qui s'est posé comme une espèce de mauvais élève de dictateur. J'ai dit, c'est un point en dehors de la courbe historique des dictateurs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en 2015, ici à Port-au-Prince, des neveux de Cilia Flores, donc de sa femme, négociaient 800 kilos de cocaïne pour aller aux États-Unis. Vous savez ça? Ça a été mis dans la presse internationale. Donc il avait le trafic, supposément, de drogue à l'intérieur de la famille. La deuxième chose qui pour moi est très importante, il a essayé d'annexer 2/3 du territoire de la Guyane. 2/3 du territoire de la Guyane, ne respectant pas les traités frontaliers historiques qui ont en Amérique du Sud. Fameux Essequibo. Et ça, c'est inacceptable. Donc, je rapproche cette situation à celle des Galtieri. C'est le général argentin qui a voulu reconquérir les Malouines et qui pensait que les panaméricanistes, la solidarité panaméricaine des États-Unis allait être avec eux. Non, ils étaient avec Mme Thatcher. Donc, ces deux dictateurs qui ont fait un mauvais calcul. Et c'est pour cela, Wendell, qu'il des 33 pays du GRULAC, du groupe latino-américain, il n'y a que 5 qui ont protesté. Il y a 5 qui ont critiqué l'action des États-Unis. Les autres ont lavé les mains. Ils ont laissé tel quel. Donc, silence radio. Silence radio, je ne dirais pas qu'ils applaudissaient l'action des États-Unis. Mais ils ont peur. Ils donnent l'impression d'avoir peur. Donnent l'impression, non. Tu peux avoir la certitude. Mais du point de vue historique, c'est la première fois que les États-Unis font une incursion en Amérique du Sud. Vous ne craignez pas une troisième guerre mondiale? Non.
Non, parce que ça serait la dernière. Ça ne va pas se passer. Non, ça serait la dernière. Même avec les fous furieux que tu nommes tout à l'heure. Non. Et pour cela qu'on peut critiquer les multilatéralismes, on doit critiquer, mais il y a un point essentiel. Le système du Conseil de sécurité, il y a un article dans le livre sur comprendre les droits de veto. Le système du Conseil de sécurité, avec les droits de veto pour les 5 membres qui ont les armes nucléaires, qui empêchent, qui s'utilisent du système onusien pour attaquer un à l'autre, a empêché une confrontation directe entre eux. Il a empêché une guerre nucléaire. Il a empêché que la fin de l'humanité arrive. Oui, mais vous avez entendu les menaces sur l'Iran et Téhéran qui promettent de réagir. Mais Poutine a menacé également l'Ukraine d'utiliser d'armes nucléaires tactiques. Les paroles, les menaces, qu'est-ce qu'ils vont dire? Évidemment que l'Iran est bien armé, mais on voit très bien les incursions que les forces armées israéliennes ont fait, aériennes, à Téhéran, contre les usines de recherche nucléaire et d'autres. Et voilà. Non, ça fait partie d'une rhétorique. Ils ne peuvent pas dire non, venez nous attaquer, on ne va rien faire. Ils ne peuvent pas dire ça, n'est-ce pas? Donc ils réagissent en disant ne venez pas nous attaquer. Voilà, mais on pourrait dire, comme disait Raymond Aron, un philosophe français très intelligent et qui a beaucoup marqué dans un livre qui s'appelle Guerre et paix, étant donné cette situation de l'existence de l'arme nucléaire et l'opposition qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest, il disait paix impossible, possible entre deux systèmes, mais guerre improbable, parce que ça serait la dernière.